La méditation vipassana, une contribution unique à la santé mentale. Un cours de vipassana peut-il être bénéfique à tout le monde ? Y a-t-il certaines personnes qui devraient éviter ce genre de cours de façon temporaire ou permanente ? Certains types de problèmes considérés en Occident comme des désordres psychiatriques peuvent-ils être guéris par la méditation vipassana ? Y a-t-il des cas où vipassana pourrait aider davantage qu'une psychothérapie ? On me pose ces questions de façon répétée, mais je me trouve dans l'incapacité d'y répondre de façon adéquate lorsqu'elles me sont posées parce que les questions sont d'un ordre trop général pour pouvoir s'appliquer à des individus particuliers dans le contexte particulier de leur vie. Pour pouvoir donner une réponse exacte à ces questions, il faut bien comprendre la contribution unique de vipassana à la santé mentale. On pourra alors réfléchir aux particularités de chacun à la lumière d'une compréhension juste. Dans cet article, au lieu de généralisation facile, j'aimerais décrire en détail quelle contribution vipassana peut ou ne peut pas offrir à la santé mentale. 1. Vipassana est unique. La méditation vipassana est unique à bien des titres. Méditation pratiquée par le Bouddha, qu'elle conduisit à la libération, elle est la cause fondatrice de son rôle historique. Elle est la seconde matrice, d'où il naquit une deuxième fois, ayant atteint la réalisation parfaite. Aucun autre être, aucun autre système de développement personnel n'ont jamais eu une telle influence sur des centaines de millions d'individus, au cours de multiples périodes historiques, parmi d'innombrables nations et cultures en une évidente manifestation de compassion, d'harmonie et de paix. Historiquement, avant l'apparition du Bouddha, toutes les religions consistaient en un mélange d'injonctions morales, d'actions propitiatoires aux divinités, de magie, de superstition et d'ethnocentrisme. Le Bouddha avança l'idée d'une communauté sans limite de langue, d'ethnicité, de lieu, ni même d'espèce. Son enseignement fut le premier à mettre l'emphase sur le lien commun à tous les êtres vivants et le premier à encourager un développement spirituel qui soit psychologique et social et qui ne reposa pas sur l'exigence de se concilier un Dieu imaginaire. Le Bouddha réalisa que la libération résidait dans notre cœur et non pas dans la soumission à un être extérieur tout-puissant que nous pouvions cajoler ou menacer dans le but d'en obtenir notre salut. Tandis que d'autres religions ou d'autres cultures avaient vanté la vertu, le rôle libératoire d'une conduite éthique était jusqu'alors circonscrit dans un cadre de rituels et par d'autres tentatives de manipulation des événements, le Bouddha attira l'attention de l'humanité sur l'identité de la vertu et de l'exaltation. Son enseignement réunit ce qui avait précédemment semblé être deux aspects distincts de l'existence, une vie de compassion et des états et sentiments personnels gratifiants. À travers la pratique de vipassana, le Bouddha instaura dans la conscience de la communauté humaine une aube lumineuse d'union avec l'univers tout entier, une relation non tribale, psychologiquement et éthiquement juste et dénuée de superstition, qui permet au et à la pratiquante et à son environnement de se transformer en véhicule d'amour et de liberté. Non seulement le Bouddha pratiquait vipassana, mais c'est aussi ce qu'il prônait dans ses discours. Il encourageait la pratique de vipassana comme étant universelle, tout autant bénéfique aux rois, aux marchands qu'aux maîtresses de maison et aux assassins, tout en insistant sur le fait que tous ne parviendraient pas à l'état de Bouddha en une seule vie par cette pratique. Il garantissait à chacun la possibilité de progresser sur la voie. Le même soleil nous éclaire tous. Nous contemplons sans doute des scènes très différentes quand nous nous réveillons, mais c'est la même lumière matinale pour tous. Le bienfait n'est pas ressenti au même degré par tous, mais tous peuvent ressentir le bienfait de l'équanimité et de l'amour compatissant, qui sont les fondements de Vipassana. Vipassana est unique aussi par son empirisme. C'est en observant sur lui-même ce qui fonctionnait vraiment que le Bouddha put définir les contours de la technique. À l'instar de toute observation minutieuse de la nature, Vipassana est une description de la loi de la nature qui reste valide, quel que soit le temps et la culture.
Vipassana est libre de croyances ou de suppositions préalables et se réfère à des données aussi immuables que certaines évidences. L'océan est mouillé et la terre solide. On peut décrire plus précisément cette technique comme une psychologie de l'éthique plutôt que comme une religion. Cela sonne vrai pour un auditoire moderne qui préférera faire abstraction aussi bien de toute autorité s'appuyant sur telles écritures particulières à telle ethnie que de l'apothéose même du Bouddha historique, et s'attachera plutôt au fait que cette technique révèle une expérience personnelle en y attelant la raison et l'observation. Il nous entraîne jusqu'au bord de l'océan de l'existence, là où notre vie se dénude devant des réalisations évidentes et inévitables, comme le fait que nous sommes des visiteurs temporaires d'un univers vaste, ancien et en perpétuel devenir. On peut ainsi définir la méditation vipassana, c'est la méthode qui permet à une personne d'atteindre la purification totale. Par purification totale, on entend l'absence de haine, de peur, d'avidité, d'illusion, et la présence d'amour, de compassion et d'équanimité. La pratique de vipassana transforma un être humain en un Bouddha, c'est-à-dire un être inébranlablement ancré dans la bonté, incapable de nuire et capable d'expliquer aux autres sa méthodologie, leur permettant d'aller dans la même direction que lui, à défaut de pouvoir prétendre à un accomplissement aussi absolu que le sien. Vipassana permet avant tout de définir avec soin le bon sens commun. Il capte ce que toutes les communautés civilisées ont en commun et en extrait l'essence. Éviter de nuire aux autres. Aider les autres. Cultiver des pensées et des émotions se calquant sur ces mêmes modèles. Cette définition, toute simple soit-elle, recouvre tout ce qui fait le développement de l'individu, que ce soit sur le plan social, interpersonnel, émotionnel, cognitif ou comportemental. Vipassana est la seule voie que l'on peut emprunter avec la conviction de suivre l'enseignement historique, ayant sa source dans le témoignage à la première personne le plus puissant, le plus durable et le plus authentique qui soit, celui d'une transformation personnelle vers le bien absolu. Nous sommes tous des mammifères qui nous identifions aux sensations de notre corps. Nous le protégeons coûte que coûte et nous nous approprions palliatifs et plaisirs immédiats aux dépens des vertus que nous croyons avoir embrassées, mais qu'en fait nous repoussons à l'arrière-plan, leur préférant toujours une molle et égoïste complaisance. Nous convoitons le plaisir et craignons la souffrance. Il est facile de nous détourner de notre voyage au-delà du plaisir et de la peine. Il nous faut pour cela prendre racine dans une forme de méditation qui nous présente une image globale de ce qui ennoblit notre vie. Nous avons besoin d'un rappel, d'une discipline, d'une pratique qui nous garde de nos réactions sans perspective envers nos sensations. Nous avons besoin d'être guidés pour rétablir et activer dans notre vie l'amour et la raison, dans le tissu même de nos aventures quotidiennes. Lorsque nous nous ancrons dans la perspective de la méditation vipassana, chacune de nos pensées et de nos respirations peut s'incorporer dans un chemin d'attention. Le plus petit de nos choix devient alors une force qui donne forme à notre relation avec notre corps, nos émotions, nos voisins et le monde. Nous devenons des voyageurs sur la voie de ceux qui vivent avec l'intention consciente, plus ou moins couronnée de succès, de charger chaque moment de sagesse. Vipassana est unique en tant que chemin de purification totale. C'est la méthode du Bouddha, la source de ses accomplissements, d'où est issue sa réalisation. C'est en même temps une psychologie de chaque moment, éthique, comportementale, émotionnelle, cognitive et spirituelle. Toutefois, unique ne veut pas dire exclusive. Il existe des moments où tout le monde pratique spontanément la même chose. On observe alors comment on réagit aux petits signaux du confort physique, qui infléchissent trop facilement nos choix de vie et qui font obstacle à nos efforts de distanciation vis-à-vis de ces tiraillements mesquins, une distance permettant à la vie de s'écouler plus harmonieusement, avec de plus fortes et plus grandes énergies spirituelles telles que la gratitude, le service donné
et la joie. De même que l'exercice physique est une partie inhérente de la vie humaine, encore qu'il ne soit pratiqué par certains que par hasard et avec des involtures, de même Vipassana est-il le terme donné par le Bouddha à une capacité naturelle de notre esprit. Nombreux sont ceux qui le manient sans lui donner consciemment un nom, et bon nombre de cultures en enseignent certains aspects sous différents vocables. Tous les êtres purs, sans s'inquiéter du terme employé, sont parvenus là où ils en sont, en se détachant de leurs préoccupations narcissiques à l'égard de leurs sensations corporelles. Toutes les vies engagées, aimantes, généreuses, ont la même base psychologique, la pratique de l'équanimité vis-à-vis des sensations de notre propre vie. Vipassana est unique non pas dans le sens où c'est une voie meilleure qu'une autre, mais parce qu'elle repose et se développe dès le départ comme partie intégrante de tout enseignement d'entraide, de refus de nuire et d'amour du prochain. L'eau, le solvant qui procure la vie aux cellules et aux tissus, est un composé clair et omniprésent. Plus que la rareté, c'est son côté universel qui fait de l'eau un ingrédient unique. Vipassana est unique dans son évocation du principe fondamental. Il est unique non par opposition avec d'autres voies, mais en tant qu'ingrédient actif à toutes les voies menant à la paix. Il n'est pas une religion, mais une psychologie religieuse. Il n'est pas une psychothérapie, bien qu'il ait une action psychothérapeutique. Vipassana signifie simplement la clarification de la nature humaine à sa jonction avec les sensations de la vie. Il est unique non pas du fait qu'il ne peut se trouver que dans un lieu isolé et spécialisé, mais parce que le chemin de Vipassana commence sur le pas de notre porte à tous. Du fait que Vipassana est son origine en toute chose, n'appartienne à personne, ne requiert aucun enseignement ésotérique ni aucun prêtre pour les dispenser, il n'est lui-même que lorsqu'il est transmis en tant que propriété commune, pour le bien commun. S'il est vendu pour en tirer profit, ce n'est plus Vipassana. Tout comme l'intimité physique ou émotionnelle, par définition, cesse d'être authentique si elle est échangée pour de l'argent. Et de la même façon que l'amitié n'a pas de prix, si l'on compare Vipassana à un souper entre amis que vous auriez invité chez vous, la psychothérapie professionnelle est alors un restaurant. On ne peut pas assimiler Vipassana à la thérapie professionnelle, dispensée à juste titre par des praticiens dont c'est la profession et qui appliquent leurs compétences à des problèmes individuels spécifiques d'un temps et d'un lieu. Nous avons comparé Vipassana à l'eau, le solvant universel. Les thérapies professionnelles de guérison sont alors comparables à un remède, un élixir à usage médical qui reste tributaire d'un temps, d'un lieu, d'une personne spécifique. 2. Définition de Vipassana selon les systèmes psychologiques. Vipassana est une démarche psychologique ancienne de développement spirituel, libre, non professionnel, non sectaire et universel. Elle est fondée sur l'observation méthodique, continue et objective de soi au niveau des sensations. Cette forme spéciale d'observation agit comme catalyseur d'un développement systémique à des niveaux multiples, de haut en bas des strates de la personnalité. Une partie de la contribution unique de Vipassana à la santé mentale provient de sa constellation d'actions psychologiques. On peut concevoir Vipassana comme la création par la méditation d'un champ de force qui infuse de l'énergie à 6 niveaux de la personnalité. Petit a, Vipassana induit des changements au niveau moléculaire dans le corps du méditant. L'observation de soi, systématique, subtile, de plus en plus raffinée et libre de réaction, modifie la circulation des sécrétions chimiques liées au stress. La pratique répétée et prolongée de l'équanimité réduit la fréquence et l'intensité avec lesquelles les signaux d'alarme somatique relâchent leurs neurotransmetteurs. Stockage, émission, quantité et type de messagers neurochimiques se trouvent altérés par une pratique sur le long terme, de l'harmonie et de la non-réaction, en lieu et place de la colère, de la peur ou de la passion. Au bout d'un certain temps, le corps du méditant viendra être constitué à un certain degré de substances différentes de celles du passé. Petit b,
Vipassana change la biologie du corps du méditant. À mesure que changent les habitudes réactionnelles, la composition neurochimique se modifie également, et qu'un style de vie plus attentif et plus compatissant s'instaure, on pourra constater une modification du sommeil, du régime alimentaire, des expressions de détresse, ainsi que des schémas du plaisir. On pourra également constater une modification dans les manifestations psychosomatiques, ainsi qu'au niveau de fonctions de base comme le poids, le rythme cardiaque ou la vigilance. Les méditants voient leur choix se modifier, on évitera certaines habitudes anciennes, on choisira de cultiver des options personnelles nouvelles, provenant d'une relation plus lucide avec son corps. Si pendant toute une vie vous choisissez une nourriture plus saine et des modes de détente plus salubres, vous allez devenir un autre animal. Nos tissus ont la capacité de se remodeler jusqu'à un certain point, en réponse aux soins amicaux qu'on leur prodigue. On expérimente l'harmonisation avec son corps automatiquement, sitôt qu'on le nourrit de façon juste. Petit c, Vipassana a un effet remarquable au niveau psychologique. Les vieux complexes disparaissent, de nouvelles attitudes et vertus se font jour, des souvenirs refont surface, nos relations apparaissent et se développent sous de nouvelles perspectives. L'avenir se déconstruit et s'ouvre à de nouveaux chemins. On reconnaît à l'histoire, à la communauté humaine un potentiel différent de ce que nous croyons. Les événements de la vie font l'objet de nouvelles expériences et sont réexaminés sous un nouvel angle. C'est là la contribution la plus spectaculaire et la plus flagrante de la méditation, et la raison qui sous-tend son attirance pour beaucoup d'entre nous. Petit d, Vipassana est une éducation du sens des valeurs. Le but de Vipassana est la manifestation des vertus d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité. Et en tant que psychologie, on peut reconnaître que cela englobe l'apprentissage direct. La vertu se cultive dans l'intimité, elle peut également introjection à partir de l'exemple donné par les enseignants, lequel peut résider dans l'esprit de leurs étudiants sous forme de noyau d'inspiration. Vipassana, dans ce sens, incorpore une psychologie cognitive et comportementale qui encourage une pratique active des moyens idéaux de résoudre des problèmes, d'interaction avec les autres, de prendre place dans la société. Vipassana est également quelque chose que l'on fait. La vénération, le respect, la gratitude, les services sont des façons de se comporter dans le monde qui peuvent s'apprendre quand on apprend à rouler en bicyclette. La méditation est également la démarche du disciple vers l'action juste. Construire son caractère est une question de répétition et d'effort. Il ne suffit pas de rester assis les yeux fermés sur son coussin. Vipassana est un entraînement à la culture psychologique. Vipassana est une psychologie de l'environnement, qui met l'accent sur le mouvement d'aller-retour de l'harmonie. La façon dont nous traitons le monde détermine en grande partie la réponse que nous en obtenons. Ce principe ne se limite pas au monde des humains. Nos motivations dans nos rapports aux chats, aux éléphants et aux arbres sont également l'expression de notre psyché et mettent en mouvement des réponses que nous recevrons à notre tour de la part de nos récipiendaires. Pour un méditant, le respect de la vie est un prolongement logique du respect de soi. L'air, la terre nous répondront et nous diront quel impact nos souhaits, nos peurs et nos soucis ont sur eux, et quels effets ils auront sur nous en retour. Le monde est un récepteur sensible de notre vie intérieure. De même que notre monde intérieur s'exprime dans nos actions, la membrane qui nous environne vibre de la destruction ou de la joie que nous avons générée. Pour le méditant, tout ce qui nous entoure est un miroir qui nous révèle. Tout ce qui nous entoure ressent la piqûre de notre rage, ou fredonne notre chantonnement. Être conscient que notre environnement est vivant constitue la sensibilité psychologique de Vipassana. F. Vipassana est un chemin vers le Nibbana, la transcendance du monde matériel. La foi dans le plus est engrammée dans la psychologie de Vipassana, une intuition de ce qui est par-delà. Vipassana est une psychologie du surnaturel, au-delà de toute description concrète, de croyance, de vision, de théologie, d'anthropomorphisme, de fantasme ou d'une quelconque réduction.
Vipassana contient un élan expérimental qui transcende les limites du concept et de la parole et nous meut vers la foi, en un bien absolu capable d'animer et de bouleverser la personnalité. Vipassana est un outil unique de croissance humaine depuis la microstructure jusqu'à l'expansion illimitée, et cependant il a ses usages propres et ses limites. 3. Il y a des limites au cours spécifique de Vipassana. Bien que Vipassana n'appartienne à personne et puisse être pratiqué par quiconque, n'importe où, n'importe quand, les cours de Vipassana ne sont pas nécessairement appropriés pour tous et toutes, à toute charnière de leur vie. Se plonger dans la pratique durant toute la journée, chaque jour pendant 10 jours, est une expérience intense qui requiert un choix intelligent et une certaine discrimination. Qui va pouvoir s'y confronter? Et à quelle étape de leur vie? Le choix judicieux peut consister à remettre à un moment plus propice, ou même à s'abstenir de suivre un cours. Les longues heures de méditation silencieuse démasquent les intentions conscientes superficielles de l'individu. Dessous la couche superficielle de la conscience se situent nos réactions primaires, en contact direct avec nos sensations physiques, convoitise, insatisfaction, passion, turbulence, peur, haine. Pouvons-nous accepter paisiblement des changements perpétuels, impersonnels de notre corps qui commence à notre naissance et continue jusqu'à notre mort, matrice fluide sur laquelle nous avons construit une image de notre moi si stable en apparence, mais en réalité si éphémère? L'entraînement suivi lors d'une retraite spécifique de 10 jours de Vipassana nous donne la possibilité d'observer nos propres réactions archaïques dans l'intimité de notre fort intérieur, de façon à voir et à transformer qui nous sommes au niveau changeant de nos viscères, de nos os et de notre cœur. Par-delà la personne que nous nous complaisons à imaginer que nous avons été, qui nous sommes vraiment se clarifie et se transforme. Rien de neuf n'est induit ou ne remonte des profondeurs, mais ce que nous avons toujours été se trouve mis en lumière. Ce faisant, nos vieilles habitudes remontent depuis les profondeurs inconscientes jusqu'à la surface de notre esprit. La tentation de passer à l'acte selon nos vieilles habitudes de penser, sentir et agir est circonscrite par la discipline du cours ainsi que par la toute nouvelle compréhension et par nos nouvelles compétences à mettre à jour, qui nous voulons devenir toute chose dérivée de notre méditation. Les cours spécifiques de 10 jours de Vipassana sont construits autour de préceptes de comportement éthique, de concentration méditative et de la perspective de l'état temporaire de la personne. À titre de catalyseur, on trouve encore les règles, les règlements et les emplois du temps qui sont là pour favoriser une atmosphère propice au développement de la force de caractère et à l'élimination des réactions inadaptées. Il y a des limites à respecter. Tout le monde ne peut pas bénéficier de ce genre spécifique de structure d'enseignement. Dans certains cas, un problème médical particulier empêchera de s'adapter aux conditions d'hébergement et de confort modestes, suffisantes pour le plus grand nombre, mais qui ne correspondent pas à des besoins propres. De même, ceux qui souffrent de certains problèmes psychiatriques seront bien avisés d'éviter de participer à un de ces cours de Vipassana. L'étudiant participant à un tel cours doit être capable de suivre les règles qui permettent d'assurer l'isolement, le calme et les meilleures conditions d'enseignement à tous les participants. Les longs jours passés en silence et l'enseignement très détaillé requièrent de la part de l'étudiant un minimum de confiance, de coopération, d'engagement et d'efforts sérieux. Ceux chez qui des désordres psychiatriques provoquent une extrême suspicion, l'opposition systématique ou de l'apathie n'en retireront évidemment aucun bienfait. De même, passer 10 jours sans drogue, alcool, tabac ni activité sexuelle peuvent être intolérables, hors de portée pour certains. Plus compliqué, la situation dans laquelle certains, par ailleurs prêts à coopérer et sans problème de drogue, se retrouvent lorsqu'ils se mettent à souffrir d'états mentaux qui les dépassent, allant de l'excitation intense à la volubilité, en passant par l'agitation, la rage, la méfiance, la dépression ou la panique. Dans ces situations qui peuvent être très variables, la règle à suivre est claire. Si une personne, de par son caractère, une maladie ou un état passager, devient incapable de suivre les instructions ou de coopérer avec l'enseignant,
cette personne ne pourra rien retirer de ce type de retraite pour son cheminement personnel. La personne qui, dans son passé, a souffert de réactions incontrôlables, les verra remonter à la surface si elle utilise cette technique intensive d'observation silencieuse de soi-même pendant de longs jours. Les nouvelles habitudes de vigilance méditative, d'observation et d'introspection aideront-elles l'étudiant à transformer ses anciennes réactions, ou bien celles-ci vont-elles à nouveau l'engloutir ? La réponse réside dans l'intensité de ses réactions passées. Même s'il est confronté à un ressenti des plus intenses, du moment que l'attention, l'effort, l'engagement, la confiance dans le travail accompli demeurent intacts, Vipassana donnera à l'étudiant le pouvoir remarquable de percevoir ce ressenti, de comprendre quelles sont les racines de cette réaction ancienne et d'y trouver une nouvelle approche vers la libération. Si à l'inverse, l'étudiant perçoit que ses réactions passées ont entraîné la perte des facultés de construction et de réorganisation de sa personnalité, il n'est pas judicieux pour lui de suivre un cours de 10 jours. Les cours de Vipassana ne sont pas faits pour le traitement des désordres psychiatriques, ni pour les gens souffrant de désorganisation mentale. Les gens qui nécessitent un traitement médical pour contrôler leurs émotions devraient s'abstenir de suivre des cours de Vipassana jusqu'à ce que leur médecin traitant et eux-mêmes considèrent qu'ils peuvent se passer de médicaments et sont capables de participer à un cours sans risque de se nuire ou de se mettre en danger. Il n'est pas généreux d'emmener quiconque qui ne sait pas nager faire de longs voyages en canoë. Tous ceux qui ne peuvent pas suivre ces cours de 10 jours de Vipassana peuvent malgré tout retirer des bienfaits de cet enseignement, mais sans l'intensité impliquée par un silence de 10 jours et l'observation ininterrompue des sensations physiques. À tout moment, d'anciennes habitudes de colère, envie et peur peuvent se manifester à des degrés divers. De même que peuvent se développer la générosité, la tolérance, l'honnêteté et la sobriété. La pratique de ces dernières manières d'être, bénéfiques, fait partie intégrante de la voie Anapana. Anapana, la forme de méditation qui permet d'induire la concentration par l'attention exclusive à la respiration sur des durées plus courtes que les 10 jours, a peu de chances de faire remonter d'anciennes et profondes réactions. Elle peut produire une détente et constituer une bonne préparation à une retraite de 10 jours. Chaque mot, prononcé avec considération, chaque souvenir chargé de gratitude, peuvent également renforcer la base d'une pratique future de Vipassana. Même si un étudiant potentiel ne se trouve pas prêt dans le présent à faire face au surgissement de ses anciens schémas réactionnels, il peut malgré tout pratiquer les vertus caractéristiques telles que gratitude et compassion, qui pourront peu à peu lui procurer le contrôle et la force d'entreprendre un cours de méditation avec confiance et succès. Après une telle période de patience attentive et de préparation bien pesée, les anciens schémas réactionnels pourront remonter à la surface en toute sécurité lors d'un cours futur de Vipassana. La façon dont on vit pendant que l'on attend de pouvoir participer à un cours de Vipassana constitue certainement le meilleur usage de son temps et l'exercice le plus sage pour s'aguerrir. Certains bénéficieront d'avoir attendu longtemps avant de se lancer dans un cours de 10 jours, un moratoire qui peut durer des mois ou des années, et de trouver la force de se passer de cigarettes ou d'avoir meilleur contrôle sur de vieux accès de panique ou de dépression. Cette attente ne constitue pas un exil, mais au contraire, la préparation à une expérience plus profonde. Dans la vie d'un méditant, tout le progrès ne peut ni ne doit se faire exclusivement lors d'une retraite de méditation. Avant des cours intensifs et durant l'intervalle les séparant, on peut utiliser certaines vérités simples et universelles qui vont améliorer notre condition et nous permettre de se rendre utile à la société. L'attente nécessaire pour travailler sur un problème auquel on ne pourrait faire face pendant un cours de méditation peut en elle-même engendrer une mise au point thérapeutique capable de neutraliser ce même problème. Il est judicieux d'apprendre à nager avant d'entreprendre un raid en kayak. Le Bouddha lui-même dut passer 6 ans de recherche avant de trouver Vipassana. Tout enseignement de qualité possède ces conditions préalables. Vipassana étant une fonction naturelle du psychisme humain, bien qu'elle ait été élaborée, purifiée et énoncée par le Bouddha, elle n'est pas plus la propriété d'un individu que d'une institution officielle. Toute personne qui s'en approche agit de façon autonome. Sa volonté est la clé du chemin. Au cœur de Vipassana, il n'y a que l'intention,
et la volonté de cultiver l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Par définition, Vipassana ne peut se développer dans la hâte, l'agitation, l'hostilité, la méfiance ou la tromperie. Ces méthodes sont identiques à ces buts. 4. Vipassana n'est pas une psychothérapie. Vipassana n'est pas une psychothérapie parce qu'il ne s'agit pas d'une activité dont la maîtrise s'acquiert professionnellement, qu'elle ne se dispense pas dans le cadre d'un gagne-pain, et aussi parce qu'elle n'est pas fondée sur une relation de soutien particulière avec un thérapeute privé, parce qu'elle ne comporte pas l'administration de médicaments ou d'autres formes de traitement, et que sa finalité n'est pas le traitement de désordres psychiatriques. Il subsiste cependant une zone d'ombre. Vipassana redresse des modes de réaction inadaptés et soutient la force de caractère. N'est-ce pas là le propre de la psychothérapie ? La différence la plus importante entre Vipassana et la psychothérapie est la place que ces deux activités ont tendance à occuper dans la vie d'une personne. Il y a une sorte de superposition entre Vipassana et la psychothérapie en ce sens que toutes deux sont censées nous aider à vivre mieux. Hormis ce recoupement, elles divergent dans leurs intentions et leurs pratiques. La psychothérapie doit se limiter à une intervention temporaire dans le cadre d'une relation professionnelle payante, dans le dessein de soulager des blessures de la psyché. Vipassana est une transmission spirituelle gratuite, une façon de vivre et un vecteur au-delà même de la vie. Bien qu'elle puisse également apporter soulagement à des problèmes de la vie quotidienne, Vipassana est le chemin vers le Nibbana, la purification totale, la libération de la souffrance. C'est une discipline de longue durée, une multitude de vies dans la langue orientale. Et ses buts sont augustes et exhaustifs. Bien que notre usage personnel de Vipassana dans notre vie actuelle puisse être bien plus limité et modeste, il n'en donne pas moins à notre vie un élan qui va au-delà de notre temps et de notre personne. Vipassana est dirigé vers l'espoir et la foi dans l'avenir, tel qu'il se manifeste dans le présent. Son but est pour soi-même, l'équanimité maintenant et en toutes circonstances futures, ainsi que l'amour et la compassion envers tous les autres. Elle focalise notre vision au-delà de l'horizon du temps. Pourtant, il se peut qu'on ait également besoin d'un plâtre sur une jambe cassée, d'être soulagé dans l'urgence des terreurs de la guerre ou d'une aide personnalisée pour surmonter la souffrance d'abus passés. En considérant de s'inscrire à un premier cours de Vipassana, on ferait bien de se demander quelle est l'intensité de mon problème. Jusqu'à quel point a-t-il envahi la matrice de ma personnalité ? De quels atouts puis-je disposer ? Et quelle est ma force face à ce problème ? Certains dilemmes humains sont puissants mais circonscrits. D'autres sont moins explosifs, tout en étant insidieux et envahissants. Chacun de nous recèle une infinie variété de permutations entre nos faiblesses et nos forces. Nous renfermons tous de gigantesques amas de vertus autant que de défauts, de sorte que notre personnalité ne peut vraiment se mesurer à la lumière d'une poignée de traits bienveillants ou nuisibles. Bien qu'il soit impossible de généraliser dans tous les cas avec exactitude, à l'aide de formules toutes faites, il y a 3 angles sous lesquels l'observation peut être des plus révélatrices. Avant de suivre un cours de 10 jours, il serait sage pour chacun de s'interroger, et les organisateurs du cours ont à cœur d'en être informés. 1. Suis-je capable d'observer les règles, règlements et lignes de conduite inhérentes à une expérience guidée en groupe ? S'il me vient des doutes ou des objections vis-à-vis de certaines instructions, serais-je capable d'en discuter de bonne foi avec les organisateurs et les enseignants et de me conformer à leurs instructions et conclusions ? 2. Le cœur de Vipassana repose sur une base exclusive d'auto-observation continue. Est-il probable que je vais pouvoir maîtriser cette auto-observation, quoi qu'il arrive, de l'aube au crépuscule pendant 10 jours, ou alors être capable de demander de l'aide et de suivre les conseils pour l'apprentissage de nouvelles façons d'y parvenir ? 3. Le secret du succès est la continuité dans l'effort, aussi bien pendant les cours de Vipassana que dans la vie quotidienne. Ai-je la maturité et la stabilité voulues pour faire un essai loyal et sérieux de Vipassana ? Même si quelqu'un est capable de suivre un cours de Vipassana, il demeure une certaine ambiguïté concernant la démarche la plus souhaitable
pour une personne donnée à un moment donné. Plutôt que de constituer un problème insoluble, la complexité, l'intimité, le côté unique et ambigu de la décision ramènent au cœur même de la méditation, qui est fondamentalement une transformation des motivations. Quand, pourquoi et comment nous décidons de méditer, cela en soi-même fait partie de la pratique. Parce que chaque individu est unique et parce qu'à chaque moment nous sommes différents du moment précédent, nul ne peut répondre à la question d'un autre. Au vu de mes problèmes, qui ne sont pas sévères au point de devoir m'interdire de suivre un cours de Vipassana pour le moment, devrais-je prendre des antidépresseurs, suivre une psychothérapie? Ou alors pensez-vous que je me trouverai mieux ou plus mal si je participe à un cours de 10 jours de Vipassana? En nous souvenant de la contribution unique de Vipassana, des limitations d'un cours de 10 jours et de la distinction entre Vipassana et psychothérapie, regardons la façon dont ces différents comportements affectent les vies individuelles, pour souligner une variété de réponses possibles ainsi que la conséquence probable de cette variété de choix. 4. Exemples. Les exemples qui suivent ont le but de souligner quelques-uns des principes généraux dont nous avons discuté jusqu'ici. Ils ne constituent pas le récit des expériences les plus communes des personnes qui suivent un cours de Vipassana de 10 jours, puisque la majorité des étudiants ne passent pas par des conflits ou états confusionnels sur ces points. Les exemples choisis soulignent fermement le thème des frontières entre Vipassana et la santé mentale, et sont des composés fictifs que j'ai divisés en 3 groupes illustrés de façon quelque peu arbitraire. Tout individu qui méditerait correctement serait un exemple positif dans chacune des 3 sections. Il n'en est pas de même des exemples négatifs. Tandis qu'une personne utilise la méditation avec compréhension, persévérance et foi, un autre étudiant, en dépit des apparences, méditera de façon désordonnée et dénuée de sagesse, engendrant plus de problèmes que de solutions. 1. Participation. La demande d'inscription à un cours de Vipassana implique un examen de soi honnête, en même temps qu'une réflexion de la part des organisateurs du cours. Cependant, il arrive qu'un étudiant s'engage dans un cours de 10 jours sans être capable, par égarement involontaire ou par choix délibéré, de cacher ses faiblesses. Un héroïnomane de la banlieue de New York dissimula son accoutumance sur son bulletin d'inscription et sous-estima son intoxication à la cigarette, si bien que dès le début, il se trouva submergé par un brutal et double sevrage chimique. Tout en restant poli et capable de dialogue, il refusa tout net de rester plus longtemps que 2 jours, manifestement déchiré entre son souhait de trouver une voie de sortie à sa double dépendance chimique et le pouvoir qu'elle conservait sur lui, qui rendait l'immobilité et l'auto-observation impossibles, confronté qu'il était à ses besoins pressants et à l'agitation. Un étudiant en fin d'études universitaires omit d'indiquer sur son bulletin d'inscription un passé clinique de pensées délirantes et de bouffées psychotiques. Il avait cessé de prendre ses médicaments et de voir son psychiatre à cause de son désir poignant d'effacer tout ce passé par la méditation. Lors d'un cours de Vipassana, il fit des efforts pendant toute une semaine, son état se détériorant progressivement. Lorsque les organisateurs remarquèrent des comportements bizarres, des difficultés à suivre le programme et qu'il avait entamé un jeûne, l'enseignant l'interrogea et comprit aux réponses qu'il donnait à ses questions que l'étudiant avait élaboré des déviations personnelles à la pratique correcte de Vipassana, était très perturbé et totalement perdu. On appela sa famille et avec l'aide de sa femme, les organisateurs le remirent entre les mains de son médecin. Ces 2 exemples illustrent le fait qu'une retraite de méditation ne peut venir en aide à quelqu'un qui dès le départ use du mensonge, ou bien qui souffre de conditions mentales faisant barrage à la compréhension, l'apprentissage et la pratique enseignée. À l'opposé, une grande voyageuse toxicomane, sevrée de toxicomanie multiple, s'inscrivit à un cours de Vipassana décrivant sur son bulletin ses problèmes passés et son profond désir d'un nouveau départ. Par son honnêteté, elle alertait l'enseignant qu'elle aurait peut-être besoin d'une aide plus soutenue. Ses dépendances, bien que puissantes, n'étaient pas si fortes qu'elle ne put les observer en utilisant les techniques de méditation. Elle termina son cours de méditation triomphalement. Quelques mois plus tard, elle mena à bien un 2e cours intensif de 10 jours et s'installa dans une autre région pour démarrer une nouvelle vie.
De même, un ingénieur décrivit sur sa demande d'inscription comment ses années d'université avaient été interrompues par des épisodes de dépression nerveuse. On avait dû l'admettre en hôpital psychiatrique. Un traitement médical et des années de psychothérapie lui avaient permis de mener à bien ses études et de se lancer dans une vie professionnelle. Ayant entendu parler de Vipassana, il se sentit attiré. Il y voyait le moyen d'introduire plus d'amour, de compassion et de joie dans sa vie, quelque peu solitaire et aride. Mais il garda une retenue pleine de sagesse à l'égard de sa capacité à rester assis immobile pour observer ses sensations. En dialogue avec le centre de méditation Vipassana, il commença prudemment à faire des plans longtemps à l'avance. Il continua à travailler jusqu'à s'ancrer solidement dans un mode de vie stable. Il sollicita l'aide de ses parents et par précaution reprit contact avec son psychiatre. Au bout de plusieurs années de bonne santé mentale, il participa à un cours de 10 jours de Vipassana qu'il termina avec succès et devint un bénévole actif au centre. Puis au fil des années et de nombreux cours, il élargit son environnement social, ouvrit son cœur, contribuant à la méditation de milliers d'étudiants, en faisant don de son temps et de ses connaissances pour le développement matériel du centre. Il continue à se développer sur la voie. Ce n'est pas un diagnostic ou un événement passé isolé qui peuvent laisser présager d'une utilisation couronnée de succès de l'enseignement du Bouddha, mais plutôt une attitude faite de compréhension, de planification, de timing et d'effort. Vipassana n'est pas un enfermement individualiste sur soi, mais une participation à une communauté humaine sans âge. 2. Observation. Il peut arriver que des étudiants sincères ou au contraire manquant totalement d'honnêteté doivent limiter leur contact avec Vipassana. Ceci se produit lorsqu'ils abritent des émotions ou des réactions qui explosent sans crier gare et les submergent de façon imprévisible. Malgré leur dévotion ou leur engagement, il sera littéralement impossible pour ces étudiants à certaines périodes de leur vie d'activer l'observation de soi telle qu'elle fut enseignée par le Bouddha. Jusqu'à un certain point, cela pourrait s'appliquer à chacun de nous. Qui donc oserait se réclamer de l'équanimité, de l'objectivité et de l'auto-observation d'un Bouddha ? Parmi les méditants ordinaires, il en est toutefois qui peuvent persévérer dans un effort d'organisation, alors que d'autres étudiants, tout aussi solides dans presque tous les domaines, en sont incapables, à cause de l'organisation spécifique de vie intérieure qu'ils apportent en bagage dans leur pratique de la méditation. Par exemple, un jeune professeur d'histoire et son épouse commencèrent ensemble l'étude de Vipassana. Ravis des résultats personnels et spirituels dont ils firent l'expérience pendant leur premier cours de méditation, ils poursuivirent leur session de méditation ensemble chez eux, matin et soir, suivirent un cours de 10 jours tous les ans et travaillaient bénévolement de temps en temps au centre de méditation. Ils s'appliquaient à maintenir dans leur vie la base de sobriété et de morale encouragée par le Bouddha, une bénédiction de plus en plus présente dans leur vie. Mais les choses changèrent. Les parents du professeur d'histoire moururent, lui laissant la charge d'une sœur souffrant de maladie mentale. Au fardeau de cette nouvelle responsabilité s'ajoutèrent les souvenirs des abus de son père alcoolique, qui avait peut-être contribué à la misérable vie marginalisée de sa sœur. Les souvenirs d'enfance refaisant surface avec intensité, sa vie actuelle étant encombrée de conversations téléphoniques sans fin avec hôpitaux, bureaux administratifs, médecins et instances policières concernant sa sœur, le professeur d'histoire souffrit bientôt lui-même d'un état d'anxiété croissant. Il s'inscrivit à un nouveau cours, espérant approfondir sa capacité d'équanimité face à ces nouvelles et difficiles circonstances de vie, mais pendant le cours, il fut à peine capable d'observer ses sensations, tant son esprit s'agitait, en proie à un désespoir sauvage. De retour chez lui, il continua de persévérer dans sa pratique quotidienne de la méditation, mais il commença à éprouver des moments de terreur explosifs, étiquetés accès de panique par le médecin de famille. Chacune de ces éruptions le laissait complètement dévasté. En dépit de ses nobles efforts pour établir l'équanimité dans son esprit, il se sentit sur le point de se noyer dans une souffrance égale à celle de sa sœur. Plutôt que de sombrer, il demanda de l'aide à un centre médical conseillé par son médecin de famille. Pendant 8 mois, il participa à une psychothérapie médicalisée avec un psychiatre
avec qui il put discuter en détail de sa vie familiale, passée et présente, ce qui lui permit de se rendre vite à même de faire face à ses propres souvenirs et aux exigences des soins à donner à sa sœur. Pendant toute cette période de sa vie, il s'abstint de suivre des cours de méditation. Il aurait pu à ce moment-là abandonner la méditation, il aurait pu conclure « Je suis passé par une crise pendant laquelle la méditation ne m'a pas aidé, il y a quelque chose qui ne va pas, soit en moi, soit au niveau de la technique. » Au lieu de cela, il resta en contact avec les enseignants de méditation, ainsi qu'avec les amis connus dans ce cadre, en évitant de se juger ou de juger Vipassana. Il continua à méditer chez lui, tant bien que mal, en compagnie de sa femme. Côte à côte, ils restèrent unis, gardant foi et orientation dans un temps de vertige. Ces méditations matinales et vespérales étaient maintenant bien différentes. De puissants égarements de l'esprit, des tempêtes émotionnelles, des inquiétudes obsédantes venaient le hanter. Cela était si différent du calme si agréable qu'il nommait méditation dans le passé. Son observation, maintenant, par la force des choses, se limitait souvent à l'observation du souffle, et cela même de façon fragmentaire et désordonnée. Il aurait pu se dire « Je n'arrive plus à méditer, je médite mal, ma méditation est de mauvaise qualité ». Au lieu de cela, il put se détacher de sa définition ancienne de la méditation, une relaxation rassurante, calmante et confortable, et apprendre à méditer au plus court, tel un snowboarder ballotté par une avalanche. Son imprévisible méditation quotidienne ne le guérissait pas, mais elle l'aidait bien plus qu'il ne s'en rendit compte en préparant le terrain à une pratique future d'une méditation résiliente et pluridimensionnelle, capable de résister aux turbulences et à la souffrance. Et avec le temps, lui permettre de regagner une énergie plus dynamique, capable de restaurer son équanimité même dans des moments de détresse aiguë. En attendant, il fut capable de garder à l'esprit la réalisation suivante. Cette période horrible, cette phase de ma vie, changera, tout comme ma vie passée a changé. Tandis que le traitement médical améliorait sa maladie, il constata qu'il était encore capable de méditer, qu'il se sentait lié à une tradition, et qu'il parvenait à observer honnêtement et sainement la réalité du changement survenu en lui. En fait, il méditait avec une profondeur qu'il n'avait jamais connue auparavant parce que maintenant, il avait l'ancrage du souvenir, la perception de la réalité des changements successifs dont il avait fait l'expérience dans les structures de ce qu'on appelle le soi. L'expérience non désirée avait constitué un enseignement sévère mais utile. Quelle ironie de constater qu'après le traitement psychiatrique, cet étudiant se trouvait encore plus inspiré par Vipassana. Loin de se fixer sur un certain type d'expérience mentale qu'il appelait bonne méditation, loin de tenter d'utiliser la méditation comme une panacée médicale, il avait compris que Vipassana était une fenêtre ouverte sur la réalité universelle du changement, par laquelle il pourrait mieux voir les tempêtes de la vie et du coup y faire face. Il lui faudrait parfois demander de l'aide, mais il dépasserait un jour cette situation dangereuse, tout en continuant avec confiance d'apercevoir la vérité ultime par l'intermédiaire de la méditation. Le traitement psychiatrique avait été une décision saine et sensée, qui avait contribué à renforcer la santé sur le long terme de cet étudiant de méditation. Cela fait des années qu'il n'a plus besoin de médicaments, ses relations avec sa sœur et avec lui-même sont devenues plus équilibrées. Il poursuit sa route sur le chemin qu'il n'avait jamais vraiment quitté, même quand son monde avait semblé exploser. Le secret de son succès résidait dans la continuité de ses efforts à pratiquer l'observation. Vipassana avait pu lui procurer sans interruption une vision intérieure, un sens, une direction, et un environnement qui perdurèrent par-delà le traitement médical professionnel. L'épreuve qui semblait si catastrophique s'avéra rétrospectivement être un interlude d'éducation par le feu, tandis que sa méditation, qui lui était alors apparue fragmentaire et sans énergie, avait en fait constitué une passerelle personnelle entre le Bouddha et lui-même, avant, pendant et après cet épisode de souffrance intense. La moralité où puisait ses racines et sa vision réaliste lui avaient servi de gouvernail, même quand sa concentration semblait désemparée au beau milieu d'une mer démontée. Lorsqu'enfin les grosses vagues s'étaient calmées,
Sa dévotion envers l'observation objective n'avait pas faibli. La psychiatrie l'avait aidé sur le plan de la santé mentale. La voie de Vipassana l'emmena dans un voyage qui privilégie l'aide aux autres et la gratitude pour l'aide reçue. Avec une longue vie encore devant lui, il lui sera possible de continuer à progresser au-delà du bien-être, à s'aider soi-même et à aider les autres à réaliser certaines vérités ultimes, en se désenchevêtrant de souffrances triviales. On utilise Vipassana pour résoudre un problème et Vipassana s'avère tout aussi profond que le mal à combattre. Il n'y a aucune sagesse à entreprendre un premier cours de méditation alors que l'on est submergé et assailli au-delà de sa capacité à faire face. Une personne déstructurée par l'agitation, l'anxiété, la dépression, le doute ne peut pas s'attendre à une cure instantanée et radicale de 10 jours de gesticulation et de déconvenue. Il ne faudrait permettre à Vipassana de s'enraciner que lorsqu'il n'y a plus aucun doute, que l'on peut comprendre, mobiliser et pratiquer le cœur de l'enseignement du Bouddha, l'observation objective des vibrations, la base capable de détruire l'illusion de soi. Dès lors que le chemin a été correctement exploré, on peut lui conserver sa vitalité à travers les épreuves les plus sévères. En fait, il s'agit là du cœur du sujet. Nombre d'étudiants cessent de méditer quand la vie se transforme sans préparation en volcan, crachant des torrents de souffrance, ou lorsque leur capacité de concentration s'écroule sous les boutoirs du stress. On peut comprendre que nombre de personnes se sentent petits face aux montagnes de détresse intérieure. À l'opposé, il existe un grand nombre d'exemples d'étudiants qui s'efforcent de faire défiler correctement entre leurs doigts le fil ténu de l'observation alors qu'ils dévalent dans le vertige du haut de la montagne. C'est à travers ce fil qu'ils ressentent, sur le long terme, qu'ils ressentent l'amarre puissante qui les rattache à l'enseignement du Bouddha. 3. Essai sincère et sérieux. 2 couples, amis de longue date, firent le voyage de la côte est et de la côte ouest des États-Unis afin de faire ensemble leur premier cours de Vipassana. Ils travaillèrent correctement et firent l'expérience de ce sentiment euphorisant de réussite et de joie qui est si souvent le fruit d'une première pratique profonde de Vipassana. Aucun d'entre eux n'éprouva de difficultés particulières à participer aux règles et disciplines du cours ou à faire des efforts continus pour revenir à une auto-observation objective. Tous les 4, chacun dans l'intimité de leur fort intérieur, se sentirent profondément inspirés et décidèrent de continuer leur cheminement jusqu'à la fin de leur vie. Mais les choses ne tournèrent pas de cette façon. La dame californienne s'intéressait aux méthodes de santé alternatives. Elle interpréta à tort les pouvoirs de guérison psychosomatique de Vipassana et l'attention au corps. Ce n'était pour elle qu'une autre thérapie psychophysique de plus. Elle passa à côté du caractère unique de Vipassana, cette voie vers le nibbana libre, universel, intemporel, polyvalente. Elle en fit une mixture en y mélangeant des ateliers et week-ends de thérapie superficielle, tactiques et rassurantes. Elle s'éloigna peu à peu de la méditation qu'elle pratiquait négligemment et donc n'en retirant que peu de gains. Le soir, au lieu de méditer, elle se calmait en buvant du Bourgogne californien. Tandis qu'elle dérivait d'une thérapie à la mode à une autre, sa colère, son irritabilité et l'impression d'être malheureuse, qui l'avait auparavant poussée vers Vipassana, refit surface. Exacerbée par les fantasmes de bonheur agités devant elle par les salons de santé de style New Age, son côté négatif s'infiltra dans son quotidien et dans son couple. Comme elle s'enfonçait progressivement dans la dépression et que sa relation avec son mari se détériorait, elle chercha l'aide d'un psychiatre et reçut un traitement médical pour état de dépression chronique et troubles de l'attention. Elle intégra ces étiquettes dans son identité, cessa de méditer, acceptant l'idée qu'elle souffrait d'une déficience biochimique génétique qui l'obligerait à rester sous traitement médical jusqu'à la fin de ses jours. Son mari, de plus en plus furieux des préoccupations égocentriques de son épouse, continua crânement à méditer tout seul, 2 fois par jour, et à suivre des cours de 10 jours. Il se sentait satisfait des sensations agréables de flux libre dans son corps pendant la méditation, et il commença à considérer ces expériences de dissolution extatique comme une preuve de sainteté,
et de réalisation. Au lieu de voir en Vipassana un chemin d'auto-observation objective, il en fit un chemin d'auto-absorption sensuelle. Au lieu d'un chemin de compassion, il fit de Vipassana une forteresse de rigidité. Tout en méditant, il se complaisait à imaginer ses vies passées et futures au détriment de sa vie présente. Lorsque sa femme l'exhorta finalement à l'accompagner chez son psychiatre pour des séances de thérapie de couple, le mari californien rejeta avec hauteur les suggestions du psychiatre de suivre lui-même une psychothérapie et de prendre des médicaments pour réduire son délire mégalomane de compensation. Le couple californien finit par se séparer. La femme se considérait maintenant comme un cas proprement médical, prenant des médicaments psychotropes et quelques préparations phytothérapiques. L'arrogance défensive du mari transforma son refus de médication psychiatrique en témoignage de pureté spirituelle. S'abaisser à jamais recourir à la psychothérapie ou à la médication, il était bien au-dessus de cela. Il en fit la pierre angulaire de son estime de soi. Il entama une procédure en divorce agressive, pleine d'amertume, de ressentiment et de justification de soi. Comme les enseignants de Vipassana refusèrent de cautionner son agressivité procédurière sur fond de rationalisation de la réincarnation, il abandonna la méditation et jeta son dévolu sur un groupe de Los Angeles qui prônait l'illumination instantanée. Pour que la méditation porte ses fruits, il est besoin d'un discernement raisonnable, qui permet de faire la différence entre la voix d'un Bouddha d'un côté, les tendances et les effets de mode et les engouements de l'autre. De même, recourir à la médecine est une fort bonne chose pour autant que le consommateur conserve un minimum d'esprit critique. L'histoire de l'épouse californienne illustre ces deux points. Beaucoup d'individus essentiellement sains se retrouvent sous traitement médical pour des raisons éminemment culturelles. Dans une société qui encourage le consumérisme et qui amalgame cure de santé avec compassion et signification, des gens comme cette Californienne peuvent faire l'objet d'un diagnostic et d'un traitement médical pour des syndromes dont les causes vont de la stimulation excessive à l'intoxication subtile ou ordinaire, en passant par l'absence de discipline et le repli sur soi. Ayant échoué dans sa quête d'illumination totale instantanée, elle s'était mise à chercher de tous côtés jusqu'à tomber sur le dénominateur commun le plus bas que sa culture put lui offrir. Dans des conditions temporelles ou culturelles différentes, où les individus n'auraient pas considéré comme un droit acquis de pouvoir choisir dans une palette d'options de vie plus frivoles les unes que les autres, ses défauts d'attention auraient pu s'évaporer grâce à un régime fait de constance, de simplicité et de foi, et sa dépression fondre au chaud contact d'une vie sociale constructive et d'une vie de famille chargée d'amour. Dans son cas, elle n'avait pas les connaissances ni n'avait reçu les conseils qui lui auraient permis de choisir un partenaire ou un chemin approprié. À l'opposé, un choix de vie bricolage express est tout autant contre-productif. Le mari californien était constant, mais rigide, fanatique, mais sans ferveur. Il travailla longtemps et de toutes ses forces dans une mauvaise direction. Il se servit de la méditation pour se sentir puissant et détaché, plutôt que relié et plein d'empathie. Sa pratique étant impropre, il fixait seul ses buts et rejeta objectivité et équanimité au profit de bains de sensations plaisantes tout en fuyant la réalité. Il se plaçait au-dessus de ses maîtres. Se détournant de Vipassana, il se fabriqua une discipline contemplative toute personnelle qui ne fit qu'amplifier son système narcissique délirant. Ironiquement, s'il avait écouté les conseils du psychiatre de sa femme, trop confiant dans le pouvoir de la chimie, il aurait pu sauver son couple et sa méditation, en réduisant au moins ses manifestations délirantes. Il rejeta psychothérapie et traitement médical, non pas pour approfondir sa capacité de faire face à la souffrance à l'aide de nobles vérités, mais bien pour magnifier son propre ego. De son point de vue, il refusait la psychiatrie, car en tant que disciple du Bouddha, il était au-dessus d'une aide si triviale, alors que son entêtement et sa vanité s'avérèrent encore moins libérateurs. Au bout du compte, il ne recueillit de bienfaits ni de la psychiatrie, ni de Vipassana. Il est intéressant de comparer le cas de ce couple à celui du professeur d'histoire. Ce dernier refusa d'endosser l'étiquette du diagnostic médical ou celle de variante dite spirituelle,
Il persévéra dans des efforts justes, malgré la difficulté. Il sut clairement faire la différence entre une aide médicale légitime et des publicités alléchantes, ainsi qu'entre le chemin de toute une vie qu'est Vipassana et la rectification psychiatrique, psychopharmacologique spécifique d'un état diagnostiqué, doublé d'une brève psychothérapie. Il fit la différence entre une toute-puissante nécessité et un usage déplacé et négligent de la médication. Il ne répandit jamais sa souffrance sur son épouse, mais médita à ses côtés comme auprès d'une alliée bien-aimée. Il continua à mettre en pratique les aspects moraux et le style de vie de Vipassana comme des guides choisis, infiniment précieux et constamment bénéfiques. Évitant de désespérer ou de s'accrocher à des conclusions faciles, évitant de juger de sa méditation selon le plaisir ou le tourment perçu devant ses sensations physiques, il continua son chemin droit devant lui, ou peut-être en titubant, avec une compassion grandissante pour sa sœur, une gratitude envers sa femme, avec une joie et une équanimité grandissante au fond de lui. Jusqu'où ne pourra-t-il pas aller ? Quel obstacle pourrait se dresser sur la route d'un pratiquant aussi confiant, même en eau trouble, dans les bienfaits de Vipassana ? Les amis de la côte Est du couple californien avaient commencé Vipassana en même temps et en suivant les mêmes premiers pas que ceux-ci, mais leur route allait prendre une toute autre direction. Ils allaient devoir de toute évidence parcourir un trajet plus difficile, et cependant, ils découvrirent la contribution unique de Vipassana à la santé mentale. Le mari était né dans une famille au passé marquée depuis des générations du sceau de la pauvreté et de l'oppression. Il avait grandi dans une atmosphère d'exil, de terreur et d'inimitié, et durant son développement, son système nerveux avait été imprégné de réactions de peur et de désespoir. Bien des années plus tard, il allait comprendre qu'il présentait tous les symptômes d'un état anxieux et dépressif. Mais sa rencontre initiale avec Vipassana lui permit de s'enraciner profondément dans la pratique. Il était déterminé à utiliser sa détresse comme d'un catalyseur toujours présent pour faire face à sa réalité intérieure d'une façon aussi objective et équanime que possible. Son exploration n'était pas celle d'un simple stoïque. Il avait compris que la voie est un art de vivre et non pas seulement une tactique. Il cultivait les relations interpersonnelles et la générosité avec autant d'assiduité que quand il s'asseyait. Il pensa ses blessures à l'aide du calme purificateur qui accompagne un style de vie sobre et empreint de moralité. Il avait toute la vie pour aller de l'avant, sans les limites de temps qui se fixeraient un impatient. En dépit et à cause de la mémoire interne de sa profonde souffrance, il s'épanouit progressivement comme professeur de musique et chef d'une chorale scolaire. Son mariage, pénétré de respect, de dévotion et d'affection mutuelle, était une source de réconfort et de joie dans une vie qui continuait d'avoir sa part de vulnérabilité. En compagnie de sa femme, il donnait du temps et de l'énergie pour rendre Vipassana plus accessible aux autres. Vipassana ne constituait pas un traitement pour son état dépressif et anxieux, mais lui permettait d'y puiser une source de détermination et un sens. L'épouse de la côte Est avait eu un parcours psychiatrique débilitant dans sa prime jeunesse. Le suicide de son père, les vestiges du drame et le déficit parental qui s'ensuivit l'avaient laissé immature, exigeant et attendant des autres qu'ils s'occupent d'elle. Ce qui bloqua la mise en place des rôles de l'adulte dans son développement. Incapable de s'engager de façon constructive dans des études ou une profession, elle tomba de petits délits de drogue en mésaventures sexuelles marquées par la dépendance. Quand elle rencontra Vipassana, elle pratiqua comme on lui enseignait, et put appliquer presque instantanément les implications morales à ces désordres comportementaux qui disparurent quasi du jour au lendemain, spectaculairement. Cependant, comme pour tout le monde, son cheminement ne fut pas sans heurts. Certains problèmes superficiels étaient plus faciles à éliminer, tandis que d'autres semblaient gravés en elle. Sa nature hypersensible l'avait toujours poussée à réagir de façon exagérée. Durant les années qui suivirent son bain initial dans la pratique de Vipassana, elle construisit son mariage et sa maternité autour des enseignements du Bouddha. Elle et son mari édifièrent progressivement le foyer aimant et réparateur qu'elle désirait pour elle et n'avait jamais eu auparavant.
Chaque jour était un défi. Appliquer la vision intérieure pénétrante issue de la méditation à ses propres prédispositions exactement contraires. Elle avait tendance à réagir à chaque stress insignifiant comme s'il se fût agi de la fin de tout son monde. Elle croyait en l'équanimité, mais n'en avait aucune expérience. Le style de vie de Vipassana ne lui était ni facile, ni naturel. Mais ce fait même rajoutait à sa valeur et à son efficacité. Plus il l'aidait à réduire ses crises et ses compulsions, plus l'appréciation qu'elle en avait se transformait en une dévotion soigneusement mise à l'épreuve. Son rôle de mère, qui n'avait jamais été ni facile ni heureux, acquit maturité en passant de la maussaderie à une sollicitude équilibrée. Ses enfants devinrent des personnes plus saines et plus capables qu'elle ou son mari ne l'avaient été. Elle cheminait quotidiennement, pilote d'une vie ballottée de combats en déboire, mais à la main sûre. Au lieu de courir vers la première thérapie ou les premiers médicaments venus pour soulager ses états d'irritation, elle fortifiait ses muscles mentaux en les entraînant grâce à Vipassana à faire face au stress et tensions de la vie. C'est là le paradoxe. Ceux qui doivent le plus lutter pour établir Vipassana dans leur vie pourraient bien être ceux qui en retirent le plus de bénéfices. Le couple de la côte Est avait pris le départ dans la vie avec de légers troubles psychiatriques. Ils ne firent pas usage de Vipassana comme d'une psychothérapie, ni ne la prirent pour une panacée, pas plus que cela ne les rendit parfaits ou ne les mit à l'abri de toute détresse. Vipassana, par contre, transforma leur existence en un nouveau printemps, fleurant bon l'harmonie et l'estime mutuelle, et leur foyer en un havre de détermination et de modestie lumineusement imprégné de l'amour et de la joie du Bouddha. Leur relatif mais noble bien-être palpitait, s'épanchait d'eux jusqu'à leurs enfants, leurs amis et leur entourage, telle la fragrance terrestre de l'herbe printanière. L'histoire du couple de la côte Est raconte une utilisation réussie de Vipassana par des gens accablés de problèmes. Ils se montrèrent tous deux capables de participer aux principes directeurs et aux restrictions qui rendent possibles les cours, les centres de méditation et une vie de famille qui fonctionne. Tout en étant hantés au départ par l'anxiété et le désespoir, ils n'échafaudèrent aucune argutie sur la base de leur souffrance personnelle, dans le but de se dénigrer soi-même, de se dénigrer l'un l'autre, ou de contester les règles nécessaires à la pratique. Comprenant les principes fondamentaux de Vipassana, ils entretenaient l'amour, la paix et le respect pour tous dans leur foyer, l'un pour l'autre et pour leurs enfants. Il était impossible que se détériore un tel effort venu du fond du cœur et fondé simplement sur une logique de lien causal. Lorsque leurs faiblesses et passions commençaient à les faire dévier du chemin, ils réactivaient leur observation de soi-même à un niveau très profond grâce à leur méditation assidue à la maison et lors de retraites annuelles. Ils renoncèrent au passe-temps national américain qui est de blâmer, accuser et ne jamais être satisfait, et lui substituèrent l'examen de conscience, leur permettant de jauger leur contribution personnelle aux épisodiques tensions domestiques. Comme tous deux pratiquaient Vipassana, aucun des deux ne pouvait jouer le rôle de l'accusateur dans son bon droit, aucun des deux ne pouvait endosser la bure du pieux martyr. L'harmonie et la joie qui infusaient dans leur vie, par ailleurs pénible, justifiaient amplement, à leurs yeux, leur foi dans la voie. Le couple de la côte Est atteste le sens de la locution « faire un essai sérieux et sincère ». Tout ceci se fit sans aucun talent particulier et malgré de sérieux handicaps de départ. Dans une société noyée sous les pilules, les procès et les cures de contes de fées, ils appliquèrent tout simplement aux racines de leur vie les vérités classiques et universelles de la vision en profondeur et de la gratitude, et récoltèrent d'une telle opération la seule moisson possible. Alors qu'ils progressent sur la voie, le point final de leur développement demeure une inconnue dans un mouvement ascendant. Ce couple vit autre chose que la seule bonne santé mentale. Ils sont éléments de la voie, en continuité avec le mode de vie du Bouddha. Leurs existences transitoires composent brièvement un noyau de paix et de droiture dans les marées du temps. Au-delà de leur gain personnel, le couple en question a ajouté une étoile au ciel.
Nombre de petites embarcations perdues en eau trouble pourront se guider à leur lumière. L'unique contribution de Vipassana à la santé mentale n'est ni de résoudre les problèmes psychiatriques ni de les ignorer, mais d'ouvrir aux humains le flux de la libération. L'observation de soi, l'équanimité, l'empathie et la joie font de ceux-ci des canaux pour pénétrer et rendre le monde meilleur. Leur individualité, porteuse des nœuds de la souffrance, s'assouplit et s'aligne sur des réalités profondes. Résumé. Les Bouddhas sont rares. Leur rayonnement et leur exemple inspirent et guident des millions de personnes pendant des milliers d'années. Plus loin nous avançons sur le chemin qu'ils ont tracé, plus près nous sommes des fruits qu'ils y ont conquis. Toutefois, il est fort probable qu'en cette vie nous manquions de la force voulue et succombions à des faiblesses humaines banales. La méditation vipassana s'épanouit dès lors que nous nous acceptons dans notre réalité propre. Chaque régression, chaque moment d'abattement peut être le moment le plus propice pour activer ce qui s'est développé en nous. Chaque moment est nouveau. Chaque moment porte en lui une chance dont nous pouvons bénéficier en dépit de la longue chaîne de problèmes qui nous reste encore à résoudre. Vipassana est une façon de franchir une série de portes dans la maison de votre propre Kama. L'une après l'autre, chaque porte doit être ouverte patiemment d'une pièce à l'autre. Peut-être que le sol de marbre glissant d'une de ces pièces vous prendra toute une vie à traverser, mais si vous continuez votre cheminement, vous passerez finalement la porte de sortie, au-delà de la maison de votre moi, et finalement au-delà de toutes les portes. Quelqu'un chante peut-être maintenant les mêmes fameuses stances de victoire que le Bouddha déclamait lorsqu'il atteignit l'illumination totale, qui rapporte comme il fracassa tous les murs de son moi. Ce chanteur, c'est peut-être vous.